Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Mai 2013, la Station spatiale internationale affronte une situation d'urgence. Une importante quantité d'ammoniac s'échappe du système de refroidissement. Seule solution pour réparer, mettre le nez dehors, dans le vide, en effectuant une sortie dans l'espace. « 1965, première sortie de l'histoire expérimentée par le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov. Quand on navigue en mer, mieux vaut savoir nager. Alors quand le bateau prend la direction de l'espace et qu'on construit des stations spatiales, et c'est ce que nous avions prévu à l'époque, il faut savoir nager dans l'espace. Et d'ailleurs, pas seulement nager, mais aussi savoir y faire des travaux d'installation et de démontage. De nos jours, les activités extravéhiculaires, ou EVA, telles qu'elles sont appelées officiellement, font partie du quotidien des astronautes. La plupart des expéditions à bord de l'ISS prévoient des sorties dans l'espace qui durent en général 5 à 6 heures. J'ai adoré sortir dans l'espace. Je ne voulais pas retourner dans la station, c'était vraiment génial. L'astronaute Krister Fuglsang de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a effectué 5 sorties dans l'espace. De nombreuses tâches très fines, comme de raccorder des câbles ou d'accéder au matériel extérieur, ne peuvent être réalisées que par la main de l'homme. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les EVA sont nécessaires. Bien évidemment, quand quelque chose se casse à l'extérieur, il faut sortir pour réparer. Dans ce cas-là, on peut devoir faire des sorties urgentes non programmées. Mais quand on a construit la station spatiale, on a eu besoin de centaines d'heures d'EVA. Toutes les sorties dans l'espace débutent sur Terre. Dans le laboratoire de flottabilité neutre de la Cité des Étoiles près de Moscou, les astronautes de l'ESA, Samantha Cristoforetti et Alexander Gerst, se préparent pour un entraînement. Ils ont subi un bref examen médical, étape obligatoire avant leur séance de plongée, mais il leur faut encore contrôler leur combinaison. Elle me protège et me maintient en vie sous l'eau et peut-être un jour dans l'espace. Je branche le connecteur pour mes données biomédicales. Comme ça, les équipes sur Terre peuvent surveiller mon rythme cardiaque, ma fréquence respiratoire et ma température corporelle grâce au capteur sur mon oreille. Aujourd'hui, on va s'entraîner à ouvrir la trappe, sortir du sas, transporter de grosses charges utiles. On va travailler sur des branchements électriques et on va voir les procédures pour secourir un membre de l'équipage qui serait en état d'incapacité. Ces combinaisons, quasiment identiques à celles utilisées lors des sorties dans l'espace, permettent de respirer, de se déplacer et de maintenir une température corporelle normale dans des conditions extrêmes. C'est le résultat de 50 ans de progrès technologiques. Déjà, la sortie inaugurale d'Alexeï Leonov avait permis de tirer certains enseignements. Il faut rappeler qu'elle avait failli s'achever en tragédie. Sur le vaisseau russe, le Voskhod 2, le sas était un tube en tissu, juste assez large pour pouvoir ramper à l'intérieur. Il devait être compact pour s'adapter à la fusée de l'époque. La particularité de ce sas, c'est qu'il était déployable. Il a été emmené en orbite, plié. Ensuite, la structure a été déployée pour former un cylindre par lequel Leonov est sorti dans l'espace. И уже через нее Леонов выходил в открытый космос. Человек вышел в космическое пространство, находится в свободном плавании. Quand je suis arrivé au bout du sas, pendant quelques secondes, j'ai regardé autour de moi pour voir ce qu'il était possible de voir. Et spontanément, j'ai crié « Mais la Terre est ronde !» J'ai prononcé ces mots sans même m'en rendre compte. C'est sorti tout seul. Après quelques minutes dans l'espace, Alexeï Leonov a constaté que sa combinaison s'était gonflée avec l'augmentation de la pression à l'intérieur et qu'elle était devenue très rigide. Trop large pour retourner dans le sas dans ces conditions, le cosmonaute a alors pris un risque en ouvrant une valve de sa combinaison pour y faire baisser la pression. Je n'avais pas le droit de faire ça.
Je devais faire un rapport aux personnes sur Terre, mais je me suis dit que cela allait tellement causer la panique en bas. Je me sentais préparé à prendre cette décision tout seul et j'ai libéré la pression. Toutes les combinaisons spatiales russes, dont celle de Leonov, ont été mises au point et fabriquées par l'entreprise Zvezda. La différence majeure avec nos combinaisons modernes, c'est que celle de Leonov était entièrement souple. Elle était conçue comme une coque souple, étanche, et tout le système de survie était placé dans une sorte de petit sac séparé que Leonov devait porter sur le dos et brancher à des tubes. La combinaison russe moderne, Orlan, dispose d'un buste rigide en métal, son dernier modèle d'un réglage automatique de la température intérieure. Euronews a eu l'autorisation exceptionnelle de filmer dans les laboratoires de Zvezda. Une combinaison est une enveloppe qui fournit à celui qui la porte un système de survie. C'est une enveloppe étanche, alimentée en énergie, qui permet de se déplacer dans l'espace. Toute activité génère de l'énergie, de la chaleur, qui doit être évacuée. Donc il y a dans la combinaison un système spécifique de contrôle de la température. Le dioxyde de carbone expiré par le cosmonaute doit être absorbé. En résumé, une combinaison, c'est comme un vaisseau spatial miniature qui aurait des bras et des jambes qu'on pourrait bouger. Les ingénieurs réalisent des simulations dans une chambre à vide thermique pour habituer les spationautes aux différences de pression. Au-delà de la technologie, se sentir en confiance est essentiel lors de sorties dans l'espace où il peut y avoir de l'imprévu. Lors de ma 3e sortie dans l'espace, on voulait réparer un panneau solaire qui ne se repliait pas correctement. Et au moment où on est sorti, on ne savait pas comment régler le problème. On a emmené des outils au cas où en se disant « on verra comment on va faire ». Et on a ressenti quelque chose d'incroyable à travailler comme ça, tous ensemble. On était 2 à l'extérieur, 8 à l'intérieur de la station et de la navette, et tous nous aidaient d'une manière ou d'une autre. Puis il y avait aussi les centaines de personnes au centre de contrôle sur Terre qui travaillaient avec nous, en nous donnant des idées, en nous aidant. On se sentait quasiment reliés à la Terre. Assez souvent, on perd des choses. Quand quelque chose commence à s'éloigner en flottant, même lentement, si on ne peut pas l'atteindre quand on s'en aperçoit, c'est trop tard. À peu près toutes les heures, pendant une sortie dans l'espace, on contrôle l'état de nos gants. Parce qu'on a remarqué qu'il arrive que nos gants soient endommagés, mais jamais assez fortement pour avoir une fuite. Si une fuite se produit, vous devez abandonner. Vous avez assez d'air dans votre combinaison pour retourner dans la station, sauf si vous avez un gros trou et que vous avez été touché par une micrométéorite ou un débris spatial. Retour à l'hydrolab de la Cité des Étoiles. L'entraînement se poursuit pour Alexander et Samantha. Que leur prochaine mission intègre ou non des sorties programmées dans l'espace, tous les astronautes doivent être capables de sortir de la station et de mener des opérations de maintenance en portant une combinaison spatiale. On a environ 0,4 atmosphères de surpression dans cette combinaison, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je veux attraper quelque chose, c'est vraiment difficile. C'est comme serrer une balle de tennis. À chaque fois aussi que je déplace mon mousqueton, j'ai beaucoup de mal à le tenir avec les mains, donc ça limite nos mouvements et bien sûr nos capacités de préhension. Je peux bouger ma main vers le haut et vers le bas comme ça, mais pas aller plus loin, donc je dois prévoir tous mes déplacements, tous mes mouvements. On doit les planifier en fonction de nos limites. Les stagiaires restent sous l'eau pendant plusieurs heures. En s'adressant en russe à leur instructeur, ils accomplissent une tâche après l'autre, jusqu'à ce que le programme de la journée soit terminé. La simulation est à 95% exacte, presque identique aux conditions de l'espace. La différence, c'est qu'ils sont entourés d'eau au lieu de vide, donc ils doivent lutter contre la résistance de l'eau, ce qui rend le travail plus difficile qu'en apesanteur. Que ce soit lors de simulations ou en situation réelle, les astronautes doivent toujours être attentifs à leur sécurité et à celle de leurs collègues.
On a vraiment de la place dans le casque pour tourner la tête dans tous les sens. On n'est pas du tout gêné. C'est le grand avantage de cette combinaison. Il y a même un hublot au-dessus pour voir ce qui se passe au-dessus de notre tête. Apprendre à évoluer et travailler dans le vide spatial peut être épuisant. Mais pour tous les astronautes, c'est la première étape avant de pouvoir vivre un rêve éveillé, celui de profiter d'une vue dégagée sur notre planète et de se sentir tout petit dans l'immensité de l'univers. C'était le silence, un silence tel que je pouvais entendre les battements de mon cœur et ma respiration. Je ne sais pas si je me suis senti plus proche de l'univers, mais j'ai ressenti quelque chose de spécial en voyant la Terre. Plusieurs fois, je me suis retrouvé sur le dessus de la station à travailler, et quand j'avais fini, j'avais du temps pour moi et je pouvais voir toute la station en dessous et 350 km plus bas, il y avait la Terre. J'avais l'impression de chevaucher un immense cheval en faisant le tour de la Terre et je me sentais surpuissant.